Spécial débat, mesdames et messieurs, très heureuse de recevoir une fois de plus Edmond Izouba. Edmond Izouba est avec nous aujourd'hui pour que nous puissions décortiquer un peu l'actualité qui semble très abondante. Très heureuse Edmond Izouba. Le plaisir est mien, Madame Paulette. Le boulot, ça va? Le boulot, le journal, tout ça, les médias en ligne, ça va? Oui, aujourd'hui, nous nous sommes attardés avec ce qui se passe dans les établissements publics, les entreprises publiques, et surtout pour les nouveaux animateurs que le chef de l'État avait mis en place, que ce soit récemment, que ce soit il y a une année. Il faut toujours revenir à chaque fois pour faire ce qu'on peut appeler comme évaluation de leur travail. Et c'est le travail que nous faisons pour savoir quelles sont les entreprises publiques qui fonctionnent comme il se doit. Voilà, aujourd'hui je suis rien que sur le Twitter d'Edmond Izouba, comme je le reçois. Ouais. Allez-y, allez le suivre sur son compte Twitter, Koli Zouba, Edmond Izouba. Aujourd'hui, je ne suis que sur sa page Twitter, parce que les informations, comme il est là, il va analyser avec nous. Nous allons à l'Est de la République, parce que son dernier tweet date de 40 minutes pendant que nous tournons cette émission. Il a dit que le président du Kenya, William Ruto, a déjà nommé le général-major Al-Faksar Muturi Kyugu, nouveau commandant de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo, suite à la démission du major général kenyan Jeff Ngaya. Et le président congolais reproche au major kenyan son refus d'affronter le M23 en tant que commandant de la force régionale de l'EAC. Le haut gradé dit pour sa part avoir été menacé physiquement par des mercenaires et déplore des pressions. Edmond, on n'y comprend pas. Puisque quand on a signé ces traités-là, est-ce que nous ne savions pas que l'EAC ne venait pas pour combattre le M23? Parce que le président de la Tanzanie l'avait dit aussi clairement que possible. D'accord. Alors, avant de répondre à votre question, je vais pouvoir prendre ne serait-ce qu'une ou 2 minutes pour expliquer une tribune que nous avons publiée, Opinion Info a publiée avant-hier et hier. Donc la tribune parler de fonds miniers pour les générations futures. En fait, les fonds miniers est tiré d'abord du code minier de 2018, un code qu'avait défendu à fond Joseph Kabila contre les investisseurs que moi j'ai qualifiés à l'époque de véreux. Et grâce à la mise en place de ces fonds, à son arrivée, Félix Tshisekedi a mis en place un décret signé par le Premier ministre de l'époque, en 2019, pour donner de la personnalité juridique à ces fonds, le fonds minier pour les générations futures. Et c'est en 2021, au mois de décembre, que les animateurs de ces fonds ont été placés. C'est un fonds qui n'existait pas dans le passé. Il fallait trouver des voies, des moyens et les mécanismes appropriés pour le faire animer. Alors, les personnes nommées, ils n'avaient aucun bureau, ils n'avaient pas où siéger. Et aujourd'hui, une année et demie, nous parlons de ces fonds. Ils ont non seulement un siège, mais ils ont un autre bureau de représentation à Lubumbashi. Et au-delà de ça, ce fonds qui est en fait un fonds séquestre, un fonds de souveraineté, un fonds bloqué, totalise plus de 250 millions de dollars. Des assignations, un montant qui va au-delà des assignations. Alors, quel est le pourquoi de ces fonds? En fait, les réflexions... Le président pense déjà à l'après-minier, c'est ça? Voilà, justement. Donc, il y avait nécessité qu'un fonds soit mis en place. Pourquoi? Parce que nous avons des mines qui peuvent s'épuiser un jour. Des ressources qui vont s'épuiser. Ça, c'est... Oui, donc nous avons des mines qui sont naturellement épuisables. Donc, les gens viennent explorer, récupérer, vendre. Alors, il fallait penser comment pérenniser les mines après mines. Donc, comment faire vivre le Congolais? Parce que le Congo tire l'essentiel de ses ressources ou de ses revenus. Tout ce que nous avons au trésor, c'est plus de 70% de l'argent produit
dans le secteur des mines. Dans le secteur des mines. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait voir, il fallait entrevoir comment on peut mettre une caisse, parce que après, les mines vont s'épuiser, et puis cet argent... ça ne sera pas détourné. Voilà l'inquiétude. J'espère que ça ne sera pas détourné. Alors, cette inquiétude, on se connaît. Cette inquiétude, nous l'avons également posée dans la tribune. Mais est-il que ce fonds, cet argent, n'est touchable que sur décision du Conseil des ministres? Voilà pourquoi on appelle ça un fonds de souveraineté. Il n'est pas lié aux dépenses présentes. Que si nécessaire, si c'est important, si c'est urgent et sur demande expresse du président de la République. Vous savez, avec nous, avec ces notes-là, libérer l'argent, en fait, c'est si avec les Congolais, vont trouver des prétextes pour libérer l'argent. Avec ces fonds, ça sera un peu compliqué. Okay. Parce que le fonds n'a pour obligation présente que de financer des recherches géologiques pour découvrir d'autres minéraux qui existent dans le sous-sol qu'on n'a jamais connus. Parce que dans notre pays, qui est un scandale géologique, nous avons plus de 1200 unités de ressources naturelles. Et ce que nous exploitons actuellement, ce n'est qu'une dizaine. Donc, il faudrait qu'il y ait des recherches menées un peu plus vite pour permettre à ce que nous puissions découvrir ce que nous avons, les potentialités, nous puissions le mettre en valeur et le fonds minier viendra juste pour récupérer les 10% pour mettre dans un compte bloqué. Alors, j'ai suivi la fois passée les interventions des uns et des autres sur base d'un décret mis en place par le Premier ministre. Et le décret accordait les avantages aux mandataires passifs et aux mandataires actifs. Parce que dans le passif, il y a les non-actifs qui intervenaient. Mais si vous lisez ce décret-là, vous vous rendez compte que le décret est impersonnel. Le décret n'est pas nominatif. Mais les gens ont voulu faire une fixation sur certains nombres d'entreprises publiques pour vilipender certains. Pourtant, il est dit dans les textes légaux que ceux qui produisent beaucoup gagnent beaucoup. Et ça, on appelle ça rétrocession. Et ça, on appelle ça la rétribution. Okay. Il n'est nullement question de prendre de l'argent à souhait ou par volonté parce que vous êtes X, parce que vous êtes Y. Non. L'État a déjà établi comment récompenser. Et ce que le Premier ministre a rendu public comme décret, ce n'est que justice. Parce qu'avant, c'était des arrangements particuliers. Les DGA, pour se faire couvrir, il va accorder des avantages exorbitants au conseil d'administration parce qu'il sait que là-bas, il est passible à des sanctions, voire même à des suspensions. D'où il faut rester en bon terme. Voilà. Maintenant, le Premier ministre clôt le débat. Il dit non, niet, désormais, vous avez un cadre qui va vous couvrir. Merci. Nous revenons. On entre maintenant dans la situation d'insécurité. Puisque là, la question que je vous ai posée, est-ce qu'on ne se rendait pas compte que les forces de l'EAC ne venaient pas pour combattre? Voilà. Ce qui a tué notre commandant, comment il s'appelle encore, Niafé. Le nom est assez compliqué. Ce qui a tué le commandant, c'était ses déclarations. Parce que même à Goma, je suis arrivé une fois. Jeff Niaga. Mais il n'a pas dit le contraire. Il a dit, la présidente Tanzanie l'a dit. Tout le monde l'a dit. Pourquoi si lui le dit, ça devient compliqué? Tout le monde le sait qu'ils ne sont pas venus pour combattre, Edmond Izouba. Non, ce qui est là, ils sont dans une mission fondamentale de prendre les M23 et de les ramener dans la zone que le M23 devrait être pour la démobilisation. C'est ça ce qu'ils disent les accords. On ne demande pas à l'EAC de combattre le M23. On demande à l'EAC de transmettre ces messages-là au M23 que leur lieu devrait être à Sabignon.
Sabinyo, c'est au Maniema? Non, Sabinyo, c'est au Nord Kivu. Au Nord Kivu. Oui. Au Maniema, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit que... Au Maniema, il y a plutôt le cantonnement de l'unité angolaise qui venait d'arriver parce que... On a dit M23, Edmond. On a dit qu'il y aurait un cantonnement des M23 au Maniema où les gens du Maniema ne sont pas d'accord. En tout cas, je n'ai pas vu un texte le confirmant. Okay. Tout ce que je sais, c'est qu'au Maniema, il y a les cantonnements des unités angolaises qui devaient venir combattre le M23. Okay. Il y a beaucoup de spéculations dans cette histoire de guerre. On doit faire très attention. Tout ce que nous avons connu, c'est les communiqués, en tout cas le tout dernier communiqué ou déclaration des chefs d'État de l'Union africaine et de l'EAC. Ça a été approuvé qu'il faudrait qu'il y ait cantonnement des éléments du M23 à Sabinyo. Pourquoi Sabinyo? Sabinyo, c'est une zone qui regarde vers le Rwanda. D'où on peut les amener, on les éloigne de frontières de l'Ouganda, on le ramène vers la frontière du Rwanda. C'est clair. Alors, maintenant, notre commandant... Il a fait un excès de zèle? Excès de zèle. Discours tapageux. Et tout ça. Et en plus de cela, j'ai parlé une fois ici, j'étais à Goma, il y avait même des marches contre cette force. À cause des propos tenus par le fameux général. La population a marché. Mais tellement qu'ils ne comprennent pas la langue, ils sont même sortis pendant que la population, très en colère, marchait contre eux. Donc il y a un très sérieux problème de communication, déjà sur terrain. Alors, on a rajouté encore d'autres unités. Tous, c'est vrai, ils peuvent parler l'anglais, mais ils ont leur propre manière de communication. Alors lui, étant commandant des troupes, il devrait faire la part des choses. Parce que on vous envoie, vous êtes une armée loyaliste, vous devez être aux côtés d'une autre armée loyaliste, vous devez même maîtriser ou être compatissant vis-à-vis d'eux. Mais leur discours tendait beaucoup plus à protéger le M23. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant une sorte de cohabitation. Mais oui, parce que vous avez même suivi le... Eux-mêmes ont fait les discours. Tout à fait. Président ougandais qui est allé fêter avec son parrain. Ça doit soulever les inquiétudes, Madame Paulette. Ça doit soulever les inquiétudes, d'où le commandant suprême. Il doit être le premier à s'inquiéter, mais nous aussi, le peuple congolais, on devrait s'inquiéter. C'est toujours le même commandant qui nous a fait voir qu'il y avait des zones qui ont été libérées. L'armée l'a démenti. Le FRDC a dit non, c'est faux. Effectivement, le FRDC avait raison. Parce que comment expliquer les zones laissées par le M23, mais les M23 n'ont jamais quitté ces zones. Et le commandant a fait un discours pour appeler la population de retourner dans ces zones jadis occupées par le M23. Pourtant, le M23 était encore là. Et aujourd'hui, nous parlons. La population est prise en étau. La population est retournée. Croyant trouver la paix, c'est maintenant les tirs et les bombardements qui commencent. Oh. Oui. À Buito, c'est terrible. À Buito, c'est terrible. À Kibumba, récemment, ça a été une catastrophe. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, dans ces zones-là qu'occupe aujourd'hui le M23, c'est des charniers qu'on découvre. Des corps et tout ça. Des corps sans vie enterrés dans de mauvaises conditions, de fosses communes. Alors, quand on fait maintenant les bilans d'une telle communication, d'une armée qui est venue pour soutenir une autre armée loyaliste, ça va donner quoi? Donc, il n'était pas stratège, il n'était pas professionnel, moi je dirais, même par sa façon de parler. D'où on doit faire très attention. Deuxième hypothèse, c'est quoi même l'importance de l'EAC ici? Au Congo et tout ça partout. Parce que là maintenant, ils sont en train de cohabiter avec le M23. Le M23 tire là où ils sont, mais ils ne réagissent pas. Alors, on doit les considérer désormais comme Bango Nyoso, Bato Force Moko,
où on doit estimer que c'est une armée qui est venue combattre aux côtés du FARDC. Parce qu'il y a même des discours, oh non, le FARDC ne peuvent pas arriver ici. Ça, c'est l'EAC qui tient des... Non, mais ça commence à être des trop. Des propos qu'ils ont tenus à Bunagana, c'est grave. C'est grave. Je crois que aucune stratégie militaire ne pouvait répondre à ces normes qu'ils voulaient instaurer dans notre pays ou dans des zones où il y a l'insécurité. Juridiquement, Edmond Izouba, je sais que vous fouinez, vous lisez. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de l'EAC aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque pour que... C'est possible. C'est possible. Mais nous pouvons partir, parce qu'on voit que même Christophe Lutundo le dit tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères, que ça ne va pas. C'est possible. Mais moi, je comprends que l'autre part, c'est des pressions diplomatiques qu'il faut faire pour pousser l'EAC à agir. Mais quand vous analysez même l'EAC, vous comprendrez que c'est une force vraiment qui dirige Kagame. Ça va au gré de Kigali. Et l'erreur pour nous, parce que là, je dirais, c'est la première mission militaire qu'exécute l'EAC. En fait, oui. On a même dit que c'était créé pour rien que pour la RDC. Pour l'économie. Non, mais c'était créé, cette unité, créée seulement, la force, c'est créé seulement pour la RDC. Pour la RDC. Pourquoi? Parce que l'EAC, c'est beaucoup plus l'économie. C'est beaucoup plus l'économie, les intérêts économiques. Et le chef de l'État, en acceptant que la RDC adhère dans ce genre de sous-organes ou structures sous-régionales, c'était pour permettre qu'il y ait échange des richesses, partage des richesses au niveau de la sous-région, au niveau de tous ces pays-là. Parce qu'on doit quand même reconnaître qu'aujourd'hui, notre économie est extravertie. Vous êtes au Kasaï, vous êtes à Kananga, vous devez consommer les produits de l'Angola. Vous êtes à Lubumbashi, vous devez consommer les produits de la Zambie. La preuve est là. Ou de l'Afrique du Sud. La preuve est là. Avec le maïs. La Zambie a tenté seulement de fermer pour les maïs. Vous voyez la crise. Donc aujourd'hui, la plus grande crise qui frappe Kananga aujourd'hui, c'est parce que Angola a fermé. Donc, c'était beaucoup plus pour des intérêts économiques et surtout au niveau des frontières, les échanges. Mais parler de l'insécurité paraissait quelque chose de nouveauté pour la force de l'EAC. Mais aussi, je ne comprends toujours pas. Tout le monde sait que Kagame est le porte-parole du M23, Kagame est le commanditaire du M23. Personne ne condamne Kagame. Personne. On cite, on parle d'insécurité, on parle de tueries, la compassion, mais citer Kagame, ça devient un crime de lèse-majesté. Et que ce soit en international, que ce soit national, en Afrique. Donc, c'est une réalité que tout le monde maîtrise, mais personne refuse d'agir. Ça veut dire qu'il y a un complot. Il y a un complot et la RDC doit faire très attention. Mais notre diplomatie agissante n'a pas obtenu quand même quelques... La diplomatie agissante, attention, ça va au gré des Américains. Ça va au gré des Français. Et qui ne vous dit pas que ces deux pays-là pourraient aussi se trouver derrière le Rwanda? Si l'objectif était de les amener, tourner leur regard vers la RDC et qu'ils comprennent notre situation, je pense qu'ils auraient déjà compris. Je crois qu'ils auraient déjà compris. Est-ce que vous êtes sûr que, Edmond Izouba, mon frère, que les Américains ou les Français ou les autres ne comprennent vraiment pas la réelle situation du Congo? Est-ce que vous croyez avec tous les éléments? Voilà l'hypocrisie. Ils le savent, ils estiment ces pays-là, ils estiment bénéficier ou gagner des minéraux du sang, tuer pour exploiter, voler et aller vendre. Pourtant, la RDC n'a jamais fermé ses portes depuis Mobutu, depuis Mouzé, depuis Joseph Kabila.
les portes de la RDC sont toujours ouvertes. Mais comme c'est devenu quelque chose de cycle qui permet non seulement à Kagame ou au Rwanda de vivre, mais aussi aux Occidentaux de tirer des dividendes. Au nom de quoi génocide rwandais dépasse les 10 millions de morts de chez nous? On a posé cette question à Macron. Il n'a pas su répondre. Au nom de quoi un président français pouvait venir au Congo et nous administrer des leçons? Au nom de quoi? Mais quand ils sont au Rwanda, c'est les pardons qu'ils demandent. Nous ne sommes pas forts. Nicolas Sarkozy est allé demander pardon à Kigali. Comment? François Hollande est allé demander pardon à Kigali. Comment nous, on ne nous demande pas pardon? C'est ça le hic. Non, je ne comprends pas. Oui, mais sommes-nous aussi faibles que ça? Ça va au-delà de notre imagination. C'est quelque chose, c'est un complot qu'ils sont en train d'entretenir. Quel est le but? C'est la banalisation du pays. Oui, mais justement. On veut seulement que la RDC... Macron a dit, il n'y a pas seulement que le Rwanda. Il y a des pays, il y a des puissances, il y a des communautés, des personnalités derrière le Rwanda. Il s'est dévoilé à demi-mot. Il nous a promis la paix quand il était ici. Aujourd'hui, où se trouve cette paix? Il préfère, à la place de chercher la paix, distribuer de la nourriture que vous pouvez manger 2 semaines et puis vous retournez dans la rue pour quémander. C'est moquer de la bonne foi de pays qui vous accueillent. Et je parie, en quittant Kinshasa, il a gagné beaucoup d'intérêts économiques pour les entreprises françaises. Et qu'est-ce que nous avons gagné en retour? Qu'est-ce que nous avons gagné en retour? Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui venait ici pour dire à Joseph Kabila, dans notre Parlement, il parlait, nous demandons de partager nos richesses avec la sous-région pour une paix durable. Ce n'est pas François Hollande qui a ridiculisé presque le président Joseph Kabila à la francophonie. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Il y a des vérités cachées sur cette histoire. La communauté internationale le sait très bien. Jusqu'à ce que Kagame va oublier l'histoire du Rwanda pour venir réclamer ses terres au Congo. Qui ne sait pas que c'est la RDC qui a légué une partie de ses terres au Rwanda? Qui ne sait pas? Mais Edmond, on nous reproche souvent, hein, nous Congolais, de ne jamais anticiper, de toujours subir. C'est quand les autres en parlent que nous réagissons. Nous savons tout ça. Mais pourquoi nous n'anticipons jamais? Nous savons que le M23, que l'EAC par exemple, ne veulent pas combattre. Mais nous n'en parlons pas. Nous savons tout ça, mais on ne parle jamais. Le problème, c'est que... C'est quand on nous tape dessus que nous réagissons. Non, le problème, c'est que nous avons une armée qui demande vraiment à être réformée de fond en comble. C'est cela le problème. Si nous n'avons pas une armée forte, parce que tous les jours, on dit on doit avoir une armée forte. Mais comment faire pour l'avoir? Mais quelles sont les bases pour avoir une armée forte? Quels sont les b.a.-ba? Et je pense, honnêtement, pour cette question, le président de la République a été le mieux conseillé. En commençant par la loi de programmation militaire, et j'ai suivi les débats. Dernièrement, on parlait des réservistes. C'est très important dans un pays. Vous ne pouvez pas manquer les réservistes. Mais qui ne sont pas des rebelles. Non, pas du tout. Ils ne sont pas des rebelles, c'est ça qui pose un... Pas du tout. Et puis, on ne peut pas recruter vaille que vaille. Les réservistes. On ne peut pas recruter vaille que vaille les réservistes. Exactement. Ça les réservistes se sont tirés d'un fichier de la défense. On doit avoir ces fichiers-là. On doit savoir comment les utiliser. Voilà pourquoi dans cette loi, moi j'ai suivi les débats au niveau de l'Assemblée nationale, les députés ont proposé la formation militaire avant le parcours universitaire. Exactement. Comme ça, nous tous, nous sommes
Des réservistes. Des réservistes patriotes. C'est comme en Israël. Oui, oui, oui. Nous sommes des réservistes patriotes. C'est-à-dire, quand il y a des éventuelles attaques, accès dans notre territoire des ennemis, avant même que l'armée s'organise pour tirer, les réservistes sont déjà là. Ils font ce qu'on appelle le travail de premier soin, avant que l'armée n'intervienne avec un pouvoir dissuasif, et tout ça pour calmer la chose. Mais nous ici, ça n'existe pas. On doit organiser cela. On doit organiser la chaîne de commandement. Il y a plusieurs étapes qu'il faut. Avec cette histoire d'infiltration, les gens, on n'y comprend pas très bien où on en sait. Qui est infiltré, qui ne l'est pas. Non, mais c'est ça le mixage que nous avons voulu. Parce que moi, j'ai même vu un militaire d'un espace qui n'est pas de l'espace de l'Est, voilà, qui est parti. Non, bon, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il est de notre espace. Voilà, vous savez pourquoi? Il est parti. C'est le CNDP de Laurent Kunda, Jules Mouteboussi. C'est le RCD dont nous savons où se trouvaient les recruteurs. C'est le MLC, une partie des Ougandais aussi, était là-bas. Et aujourd'hui, on parle du M23. Toutes ces rébellions-là mélangées, ils ont été mixés dans notre armée. Tout ça, ce n'est pas la faute de Joseph Kabila. Alors aujourd'hui, vous avez les petits-fils du CNDP qui combattent, exactement, qui est donc le 1-23. Parce que le 23 mars, c'était la signature du CNDP, ce n'était pas le 1-23 qui combattent aujourd'hui. Et ils en ont profité pour en créer une rébellion. Et aujourd'hui, les amis avec qui ils étaient avant dans la rébellion, les ont rejoints. Mais est-ce que ces gens-là étaient des cœurs ou avaient vraiment des cœurs congolais? Je ne pense pas. Parce qu'ils sont finis par trahir. Ce sont des enfants qui ont trahi la République. Ils finissent toujours par trahir. Et nous savons que dans cette guerre, pour terminer, parce que déjà nous avons reçu depuis ce matin plusieurs alertes de la société civile dénonçant le renforcement en effectif d'une unité de lutte rwandaise. En fait, c'est cette unité-là qui combat, ce n'est pas les M23. L'unité entre, ils tirent, ils ramassent des terrains. Et les enfants là, les gens là du M23, ils viennent pour faire des selfies de gauche à droite, pour dire qu'ils ont récupéré. Ils ne récupèrent rien. C'est une unité rwandaise qui vient, ils combattent, même pour récupérer les cadavres. Parce que notre armée ne laisse pas tout ça comme ça au hasard. Ils tirent. Ces gens-là ont beaucoup perdu leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent les cadavres, voilà, ils évacuent vers le Rwanda. Donc, on doit être très prudent. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi le président Ruto n'a pas voulu laisser les vides. Aussitôt démissionné, aussitôt il a remplacé parce que les Kenyans aussi commencent à s'inquiéter quelque part. Les Kenyans doivent s'inquiéter. Une mission de lutte ne vient pas pour s'interniser dans un pays. Mobutu envoyait beaucoup en mission. À l'époque de Kabila, le FARDC sont allés combattre en République centrafricaine. Ils ont été primés par les Nations Unies. Beaucoup de millions. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas venir ici dans l'idée de vouloir s'éterniser. Attention, plus ils s'éternisent, plus ils vont commencer à lorgner. Parce que dans cette zone-là, surtout dans le plateau de Massissi, l'exploitation se fait de façon artisanale. Donc, vous pouvez récupérer ces mines et commencer à utiliser les jeunes et surtout les mineurs, les travails forcés pour récupérer nos richesses ou nos ressources et commencer à faire le trafic. Donc, il faut éviter qu'une armée qui vient vous aider puisse s'éterniser. Et surtout pas dans cette zone, les plateaux de Massissi et voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage, Edmond. Je prends les paroles de Martin Fayulu qui a dit que nous disons non à l'opération Journée Porte Ouverte de la CENI. Ses membres n'ont pas le droit de brader avec autant de légèreté le processus électoral qui reste la seule voie constitutionnelle pour doter les pays des dirigeants légitimes. Cette journée porte ouverte, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait au moins plus de 10 ans comme accrédité à la CENI.
C'est une politique de routine avant de lancer les opérations d'envergure. C'est-à-dire, avant de lancer, par exemple, l'enrôlement des électeurs, il faut organiser des journées portes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il y a des matériels que vous allez utiliser, la population doit découvrir. Toutes les parties prenantes doivent venir toucher, palper, et ainsi de suite. Et là, la CENI est dans une deuxième phase après les recensements des électeurs. Il faut maintenant nettoyer les fichiers électoraux. Les nettoyages, notamment, proviendront proviendra de tout ce qu'il y avait comme réclamation de l'opposition, de la majorité, ainsi de suite, de la population, de la société civile. On déplorait les gens qui se sont fait enregistrer plusieurs fois et tout ça. Et c'est comme ça. Et là, la CENI est dans cette phase. Donc, les gens doivent venir. Aujourd'hui, je pense que le tour des partis politiques pour venir voir et être expliqué. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour expliquer comment ça va se passer et comment ces opérations vont se dérouler. J'ai eu des informations. Hier, je suivais Jonas Tchombela devant le Premier ministre. Il a émis beaucoup d'inquiétudes. Par rapport à cette journée? Non. Par rapport au processus? Par rapport même, je ne dirais pas à la refonte, mais à l'audit du fichier électoral. Il y a une équipe de la francophonie qui est en train de venir. Cette équipe-là aura un membre qui va présider la commission. Et ce membre-là est nommé par Louise Mishikiwabo. Celle qui est l'OIF. Le secrétaire général de l'OIF. L'OIF, ok. Qui est en fait une Rwandaise. L'équipe va venir et la mission, c'est de saboter les processus électoraux. Donc, au-delà de la crise aujourd'hui que nous impose le Rwanda, au-delà de langage diplomatique qu'ils n'arrivent pas à vaincre, ils ont transposé la crise au niveau électoral. Parce qu'ils savent que les Congolais, sur cette question-là, sont des démocrates, ils sont toujours divisés et on va les diviser davantage. Et ça pourra nous permettre, au Rwanda de nous diviser déjà sur le plan politique parce que, je dois vous le dire honnêtement, Kagame déteste le régime Tshisekedi à mort. Et pourtant, ils étaient copains au début. Voilà, c'est-à-dire que après avoir découvert les complots qui cachaient leur amitié, Félix Tshisekedi a pris ses distances et le président du Rwanda a compris que Félix Tshisekedi ne pouvait pas être gardé le plus longtemps au pouvoir. Et il a utilisé toutes les manœuvres possibles. Et quand vous suivez son discours, il dit que le problème des Congolais, donc notre problème d'aujourd'hui, ce n'est pas les M23. Mais notre problème aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui a été mal élu. C'est le discours que Kagame utilise maintenant. Aujourd'hui, ok. Oui. Alors, pour concrétiser maintenant ces discours, c'est de mettre en place une commission qui viendra saboter les fichiers électoraux et non seulement ça, opposer les Congolais. Nous devons faire très attention. Kagame a infiltré beaucoup d'institutions régionales et internationales. Nous devons savoir à qui nous confier. Maman Paulette, cette insouciance qu'il y a de la classe politique, moi d'ailleurs, ce qui m'étonne, même les gens qui réclament, non, les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels, est-ce qu'ils tiennent compte de cette zone-là du Nord Kivu, de l'Ituri et du Maniema? Ce qui se passe à Salamabila, là où on chicote des dames parce qu'ils sont allés exercer des activités champêtres. Il n'y a pas d'insécurité. Quelle est la joie de ce politicien, Union sacrée opposition, d'aller aux élections sans cette zone?
Mais on en a fait en 2000 quelque chose ici, l'année passée, les dernières élections, il y a bien eu quelque part où il n'y a pas eu des élections. Oui, ils n'ont pas voté les chefs de l'État. À cause du Covid. Mais oui, ils n'ont pas voté les chefs de l'État. Mais quand même, ils ont voté le député. En 2018, ils ont voté les il y a une zone, mais aujourd'hui, c'est pratiquement 80% de la province. Non, il n'y aura pas les élections... Mais dites-moi, comment ça va se passer? Donc vous donnez raison à Eliezer Ntambwe qui dit qu'on ne peut pas faire des élections. Oui, c'est ça un homme d'État même. Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas cette insouciance, je ne comprends pas. Les gens n'ont même pas honte pour aller faire des campagnes d'enrôlement à Goma. Ils oublient que cette ville-là de Goma, c'est une ville qui est dépendante des territoires qui sont aujourd'hui encerclés par le 23. Mais comment faire pour changer? Parce que les gens ont peut-être aussi envie, les élections... Les gens cherchent le pouvoir pour le pouvoir. Mais les élections sont un droit constitutionnel pour permettre aux gens d'exprimer leur intention, soit de faire empiler quelqu'un ou de le sanctionner positivement ou négativement. Maintenant que vous nous dites qu'il n'y aura pas des élections parce qu'il y a une grande partie du territoire qui est occupée, comment les gens vont faire? Comment les institutions vont continuer comme ça dans l'illégitimité? Il faut faire le choix. Il faut faire le choix. On fait quoi? Soit on sauve la République, soit on sauve les élections. En fait, les élections sont faites... Qui ne fait pas en sorte que cette guerre dure pour qu'il n'y ait pas des élections? Ça peut être aussi une technique du pouvoir aujourd'hui, de ne pas vouloir les élections, pour que, ou comment dire, Tokisamoto, pour qu'il n'y ait pas des élections qui perdent... Ce discours-là, nous l'avons tenu à l'époque de Kabila et on pensait que la recrudescence de l'insécurité était profitable à Kabila. Et aujourd'hui, nous payons un prix le plus cher, un prix macabre, le plus cher de l'histoire de l'Afrique. C'est les millions de morts enregistrés. On doit faire très attention, même par notre façon d'analyser les choses. C'est vrai, la politique a ses limites. La Constitution, d'accord. Puisque à un moment... Trouvez-nous une solution. Mais à un moment... Trouvez-nous une solution. À un moment, Edmond, même ceux qui ont commencé les démocraties avant nous savent qu'après un long moment, il n'y a plus de nouvelles idées. Les Occidentaux eux-mêmes se sont dit, après 10 ans, après 12 ans, il y a une limite, ça va, il faut qu'on change. Mais maintenant, vous nous dites, non, on ne sait pas quand on va changer, on doit sauver la République. Alors... qui est tabula rasa, plus de parlement, plus de président. Parce que moi je vois... On doit faire un tabula rasa. Vous m'avez posé la question sur la déclaration de Martin Fayoulou qui tient à tout prix qu'il y ait élection dans le délai. J'ai publié aussi la même déclaration. D'accord. Qui est tabula rasa, plus de parlement, plus de présidence, qu'on mette tout le monde ensemble et qu'on continue. D'accord. Sinon ce sera illégitime. On ne peut pas cautionner un gouvernement qui a dépassé le temps légal. Oui, ben je suis d'accord. Mais que devons-nous faire maintenant de la République? Mais faisons tabula rasa. Ça veut dire quoi? Pas de parlement, pas de truc. Alors et ça va fonctionner comment? On fait comment? On doit trouver un palliatif puisqu'on ne peut pas cautionner les mêmes personnes pendant autant d'années. Je pense que il y a des mécanismes qu'il faut appliquer. Exactement. Notamment on doit parler, alors. Le consensus et tout Exactement. Ça pour mettre tout le monde d'accord. Exactement. Il faut parler. Mais malheureusement, dans ce genre de consensus, on oublie l'essentiel. Comme quoi? On va se réunir pour les dialogues, d'accord? On va dialoguer sur quoi? Et qui sont censés dialoguer, par exemple, en matière sécuritaire? Qui sont censés? Le président Moïse Katumbi avait proposé qu'il y ait la RDC coopère avec les Angolais pour que les Angolais viennent. Ils sont là. Mais les Angolais font quoi? Les choses changent. Même dans la manière des coopérations, ça change. Parce que les gens oublient qu'aujourd'hui, même l'Angola a signé 9 contrats de collaboration avec le Rwanda. Dont un, c'est pour l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu. Qui ne le sait pas? Donc, on doit faire très attention. Voilà pourquoi moi j'ai dit, la conception de notre pays est telle que tout le monde nous envie et nous-mêmes qui sommes à l'intérieur, nous ne comprenons même rien. Quelqu'un de l'extérieur voit mieux que nous. Et nous, ici, nous restons vraiment dans la pure distraction. Et surtout à Kinshasa, ici, nous sommes vraiment dans la distraction.
On doit faire très attention. Le pays est en train de partir. Il y a des discours du genre, voilà, on doit aller là-bas, on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de dire qu'un homme politique parle des élections, comme on dit. Mais un homme d'État parle de l'avenir. Il faut voir l'avenir. Il faut agir comme un homme d'État. Agir comme un homme d'État. Je crois que ce sera ce vendredi, parce que nous avons enregistré l'émission un jour avant. Il y aura cette sortie de l'Union sacrée officiellement au Stade des Martyrs. Est-ce que ce n'est pas une distraction? C'est parce que là, vous nous dites, nous sommes distraits toujours à Kinshasa, vous mettez vraiment l'accent sur Kinshasa. Est-ce que cette sortie médiatique ou cette sortie officielle était aussi opportune maintenant? Et selon Diana Nsafou, autant de millions de dollars sortis. D'ailleurs, voilà, déjà, le beau chab est là et tout le monde est en train de mettre le paquet pour qu'on le voit, pour qu'on les remarque. Vous êtes journaliste. Vraiment, répondez-moi à froid. Est-ce que c'était vraiment opportun dans ce moment de dépenser autant d'argent? J'ai dit, je ne changerai rien. J'ai dit que ce sont des actes d'insouciance pour un pays agressé. Mais de l'autre côté, ce que je remarque, les politiciens sont comme les enfants d'un père. Comme s'ils sont sortis dans une même moule, dans une même maison, mais qui ont seulement des avis divergents. C'est tout ce que je comprends des politiciens. Aujourd'hui, ce que nous combattons, c'est ce que nous avons soutenu hier, que nous allons combattre demain. Tout ce que l'UDPS fait aujourd'hui, avec ses alliés au pouvoir, ce n'est pas vraiment des actes que nous avons déplorés dans le passé. La même chose. Mais ça fait vivre aussi la classe politique. Parce qu'ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Vous allez me donner raison. Il y aura aussi marche de l'opposition. Le 13. Voilà. Ils vont marcher pour le processus électoral. Les autres vont tenir les meetings pour le processus électoral. C'est le climat politique que je dirais décrispé. D'accord, je ne suis pas contre. Il faut qu'il y ait une opposition organisée. Dans un pays, on appelle ça l'expression démocratique. Mais moi, je vais au-delà de la démocratie. Parce que dans aucune démocratie, on prévoit la guerre. La guerre, c'est une situation exceptionnelle. Aucun pays dans une charte démocratique où on décide, on dit voilà, de ce côté, il y a la guerre. Non, pas du tout. La démocratie, c'est justement les politiciens, la liberté d'expression, le droit de l'homme, l'état des droits. Et tout ça va avec la justice. Mais en cas de la guerre, qui doit faire la démocratie? En cas de la guerre, qui doit faire la démocratie? On peut s'inspirer des exemples de beaucoup de pays qui ont connu des moments de turbulence comme nous connaissons actuellement. Je condamne tous ces gens-là, Madame Paulette. Je connais des gens qui ne se soucient même pas des autres compatriotes en difficulté. Il y en a même d'autres, je suis sûr et certain, ils n'auront même pas le courage, parce qu'ils s'en tiennent aux élections, pendant leur campagne électorale, d'aller sur Niragongo et voir, sur la nationale numéro 2, et voir comment les gens sont entassés dans des maisons des tentes, des fortunes. Impossible. Vous ne pouvez pas regarder. Qui sont même intenables, c'est des bois qu'on a tenté de mélanger, mais qui ne marchent pas. Ils sont pratiquement exposés à la belle étoile. Exactement. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui. Nos politiques sont-ils devenus inhumains, Edmond Izouba? Non, ils sont seulement politiques. Ils n'ont pas eu vraiment la chance de développer leur conscience pour devenir homme d'État. Je l'ai dit vraiment avec... peine au cœur. Hein? Oui, parce que là, ça va au-delà de l'imagination. Comment un peuple que vous soutenez à distance, et vous vous limitez à distance, vous dites, voilà, nous sommes contre le massacre et tout ça, vous vous limitez là, et vous ne voulez pas pénétrer leurs problèmes. Parce qu'imaginez qu'on est agressé, on va aux élections, on vote, et puis on fait quoi de cette population?
parce qu'ils ne peuvent pas être enrôlés à partir de Niragongo, ce n'est pas leur lieu d'habitation. Ce sont des gens qui viennent de Rutshuru, des gens qui viennent de Massissi, qui sont à Niragongo. Vous allez les enrôler comme ça, et dans ces endroits-là, occupés aujourd'hui par la rébellion, quels deviendront les représentants, que ce soit nationaux ou provinciaux? Parce que la CENI prévoit même les élections municipales et locales. Les représentants. Depuis 2006, oui, qui n'ont jamais eu lieu. Donc, vous voyez, donc il y a une sorte d'imbroglio. C'est vrai, on peut s'attenir pour les élections, mais ayons de l'âme patriote. Cet esprit chauvin, l'unité nationale, le simple mot qui nous ont permis, nous les Aïrois, nous les Congolais, de défendre notre intégrité territoriale. Depuis Mobutu, plusieurs tentatives. Et nous avons été sauvés grâce à l'unité nationale, grâce à la solidarité nationale. Et je suis en train de constater, comme si on tend vers l'abîme, nous sommes en train de perdre notre conscience collective. Cette unité, nous sommes en train de la perdre. On doit faire très attention. Il y a beaucoup de sensibilité. Voilà pourquoi j'ai dit, je combattrai jusqu'à la dernière énergie la loi Tchani. Parce qu'au-delà des distractions qu'il y a aussi cette loi qui vient nous diviser. Pendant cette période, on ne devait pas avoir des discours, Madame Paulette. Pendant cette période, on ne devrait pas avoir des discours. On ne devrait pas parler de la guerre et parler des élections. On ne devrait pas parler des élections et parler de la loi Tchani. C'est quoi ça? On est vraiment dans la distraction. On est dans la distraction totale. Un pays agressé où vous justifiez même votre budget. Vous dites que, voilà, aujourd'hui, nous connaissons une crise parce que nous finançons à fond la guerre. C'est incroyable. Mais restons attentifs là où nous accordons beaucoup d'argent, beaucoup de financement. Parce que les fonctionnaires en pâtissent. Parce que certains secteurs doivent fermer la ceinture. Alors, concentrons-nous sur l'insécurité. Terminons-en, finissons-en. Et puis après, on revient. C'est-à-dire, même ces pays-là qui viennent nous soutenir, ils nous regardent, ils disent, mais ces gens ici, c'est un peuple distrait. Vraiment. Nous, on est ici, on est venu vous soutenir. Vous, là-bas, vous combattez pour les élections, pour la loi Tchani. Donc, évitez-nous ces distractions. Nous avons besoin de la paix. Et je parle comme un dignitaire, comme un fils de ce coin. Nous avons besoin de la paix. Donnez-nous la paix. Faites vos élections. Même à Kwamoutou, oui, je suis fille de Kwamoutou. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez en faire. Prenez tout. Mais donnez-nous la paix. Et puis, cette population-là... Nous allons terminer par là, oui. Merci beaucoup. Cette population-là ne réclame que le minimum. Il n'a même pas besoin de contrôler combien vous gagnez. Mais il a seulement besoin que vous puissiez résoudre le besoin social de base. Volez comme vous êtes habitués à voler. Faites tout ce que vous voulez, mais résolvez-nous d'abord le besoin de l'eau, le courant. Je vous réponds par rapport au tweet de Nicolas Kazadi qui dit que les Congolais n'investissent pas assez et l'économie aujourd'hui est essentiellement aux mains des capitaux étrangers. Si vous prenez les 200 plus grandes entreprises qui font plus de 90% des impôts que moi je perçois, c'est essentiellement des entreprises détenues par des étrangers. Donc, ça, voilà. C'est ça ce que je vous disais, Madame Paulette. Ces politiciens ici, ceux qui parlent comme ça, c'est vraiment des enfants d'un même père et d'une même mère. Ces discours, ça date de... En tout cas, moi, je l'ai entendu en 1988. À l'époque, on parlait du premier commissaire d'État, Mabi Mulumba. On parlait de chocs exogènes, chocs endogènes, notre économie est déficitaire. Tout ça, depuis ces années-là, c'est le même discours qui revient. Qui ne sait pas que dans notre budget national que nous avons, la part qu'on réserve pour l'investissement n'atteint même pas 10%.
Qui ne sait pas que dans notre budget que nous avons aujourd'hui, de 16 milliards, les institutions de la République qui récupèrent au moins 70% du budget? Vous n'investissez pas et vous pensez récolter des fruits. La RDC aujourd'hui est devenue un pays, je dirais même une industrie de consommation de produits de l'étranger. Et tout se fait en devises. Et quand on parle même de notre budget, c'est superficiel. Notre budget, en fait, c'est 16 milliards, mais c'est superficiel. Il suffit qu'il y ait un choc. Exogène et on est fini. Ce n'est pas assis sur des bases solides. Or, l'unique base solide qui pouvait faire asseoir notre économie, c'est l'investissement. Nous avons beaucoup d'entreprises ici, Canard Boité, que l'État ne finance pas. Nous avons la MIMA. Parcourez dans d'autres provinces pour entendre des témoignages et des témoignages. Il y a des entreprises, des sociétés qui construisaient des écoles, des hôpitaux. Aujourd'hui, toutes ces sociétés sont tombées en faillite. Et vous parlez de quel budget? Merci. Un budget tenu par la communauté internationale. Et dans tout ça, en toile de fond, vous ajoutez les dépenses. Et quand on dit à notre pays, construisez les routes, reliez la RDC de routes nationales. Comme ça, nous, ici à Kinshasa, nous pouvons manger aussi de la nourriture qui provient de Goma. Construisez les routes à caractère agricole. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'étonnent. Il y a les maïs qu'on nous a fermés là-bas. De l'autre côté, la Zambie a fermé. C'est une crise qui frappe Lubumbashi. Il suffit aujourd'hui qu'il y ait des problèmes à l'international pour qu'aujourd'hui, ceux qui font parvenir leurs histoires par le Congo central vous disent non, voilà, là, ça devient impossible pour que Kinshasa aussi meure de faim. On nous a construit ici Bukangalonzo. On nous a promis ici, voilà, Bukangalonzo, on en aura dans toutes les provinces. Maintenant, c'est où? Tant que vous ne construisez pas. Les gens se posent des questions, s'étonnent comment les produits de l'extérieur coûtent cher et même nos propres produits coûtent cher. C'est normal. Merci. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Faire évacuer les marchandises de là où ça se trouve et les faire revenir au centre de négoce, là où il y a les centres d'intérêt, ça devient un casse-tête chinois. Alors, quand ça arrive, c'est à moi, ce n'est pas à l'État. Je fixe les prix selon mon propre gré. Merci beaucoup Edmond Izouba. Le temps qui nous a été imparti est terminé. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois que vous viendriez parler avec nous, discuter avec nous. En tout cas, vous avez compris l'essence. Nous devons arrêter un peu la distraction parce que le pays est en train de partir. Tout le monde envie ce pays. Tout le monde a ses agendas cachés et nous sommes en train de nous distraire. Et ce n'est vraiment pas très, très agréable. D'ailleurs, j'ai été un peu choquée par cette histoire de Michikiwabo. Bon, espérons que l'autre État va ouvrir l'œil et le bon. Merci Edmond Izouba. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Suivez-nous sur nos chaînes partenaires Nyota TV, Perfect TV, Central TV. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir très, très prochainement.